Tōkaido Yotsuya Kaidan est l'une des histoires de fantômes les plus célèbres du Japon. Mise en scène dans le théâtre kabuki au début du 19e siècle par le dramaturge Tsuruya Namboku IV. Tamiya Iemon est un ronin désargenté qui a trahi son clan et qui doit maintenant vendre des parapluies dans les rues d'Edo pour survivre. Après avoir tué son beau-père, Yotsuya Samon, il retrouve sa femme Oiwa. Celle-ci, ignorant tout du crime de son mari, donne peu de temps après naissance à leur enfant et pense avoir enfin trouvé le bonheur. Mais lorsqu'il apprend qu'Ohme, la petite fille du riche Ito Kihei, est amoureuse de lui et veut l'épouser, Iemon décide de tourner radicalement la page. Avec la complicité de la famille Ito, il empoisonne sa femme alors qu'elle est à peine remise de l'accouchement. Contre toute attente, le poison ne tue pas Oiwa, mais la transforme en véritable monstre. Ses yeux gonflent de façon dissymétrique, ses traits se figent en un rictus atroce et ses cheveux tombent partout ensanglantés. Iemon charge alors son complice Takuetsu de violer sa femme pour pouvoir l'accuser d'adultère. Comprenant enfin qu'elle a été trahie par son mari, Oiwa devient à moitié folle et s'égorge accidentellement avec un sabre en voulant se défendre. Son fils nouveau-né ne reste pas longtemps orphelin. Il est mystérieusement emporté par un énorme rat. Iemon, de retour chez lui, n'a plus qu'à faire le ménage. Le fidèle Kobotoke Kohei, qui a percé à jour son ignoble complot, est accusé de vol et immédiatement exécuté. Iemon demande ensuite à ses hommes de clouer le serviteur à une porte avec le cadavre de sa femme. Il fait ensuite jeter le tout dans la rivière pour faire croire aux yeux du monde qu'il a légitimement puni des amants adultères. Maintenant qu'il a les mains libres, à défaut d'être propre, Iemon peut enfin épouser Ohme. Dénué de tout remords, il a déjà oublié son crime et n'aspire qu'à sa future félicité d'homme riche et bien marié. La nuit précédant la cérémonie, Iemon prend l'air dans son jardin après avoir bu du saké, rêvant probablement aux joies qu'il tirera le lendemain de sa nuit de noces. Soudain, son chien se met à grogner, inquiet. Levant les yeux, il s'aperçoit que la lumière d'une de ses lanternes clignote étrangement. La lueur s'intensifie puis s'amenuise au gré de pulsations erratiques, comme si elle l'appelait, comme si elle cherchait à lui signifier quelque chose. Intrigué, il s'approche, pensant devoir remplacer une bougie défectueuse, lorsque soudain la lanterne change de forme. Elle prend l'aspect du visage défiguré d'Oiwa, qui siffle entre ses dents noires « Uragiri !» Trahison. Cette scène fantastique du Yotsuya Kaidan est sans doute l'une de celles qui inspira le plus les artistes de l'époque Edo, notamment ceux de l'école Utagawa. La plupart d'entre eux choisirent de faire apparaître le visage contrefait d'Oiwa dans la lanterne, en flammes, comme ici Kuniyoshi, ou encore Kunisada, sur cette ukiyo-e plus tardive datant de 1863. Mais la version la plus célèbre reste vraisemblablement celle du grand maître Hokusai, qui sut parfaitement restituer le caractère angoissant de cet épisode. Il choisit de représenter en très gros plan la lanterne, lorsqu'elle commence à prendre l'apparence du visage blafard d'Oiwa. Les plis se métamorphosent en rides d'expression pour faire ressortir un regard douloureux, injecté de sang. Dans la partie inférieure, le papier consumé s'ouvre telle une bouche béante. On croirait presque entendre le cri rauque du spectre vengeur. Son estampe eut tellement de succès que certains artistes s'en inspirèrent sans vergogne, comme ici Shunbaisai Hokue, qui reprit le design de Hokusai et se contenta de rajouter le personnage d'Iemon terrorisé dans la partie inférieure droite. Pour mieux exprimer la transformation surnaturelle de la lanterne, certains éditeurs allèrent enfin jusqu'à créer des estampes spéciales, appelées shitakei, littéralement « image déguisée ». Il suffisait de soulever un petit cache en papier pour laisser apparaître le visage hideux du fantôme, comme sur cette ukiyo-e d'Utagawa Kunisada datant de 1884. Imaginez donc la terreur d'Iemon face au spectre de sa femme. Paniqué, il tente de lui asséner un coup de sabre, mais c'est peine perdue. La lame du ronin ne coupe que la corde de la lanterne, qui tombe et se met à se consumer lentement au sol. Le rire cristallin d'une femme résonne dans la nuit. D'abord bouleversé, Iemon reprend peu à peu ses esprits. Il finit par se convaincre que sa vision morbide est due au saké qu'il a bu plus tôt dans la soirée et va se coucher. Les noces d'Iemon et d'Ohme ont bien lieu le lendemain. Le riche docteur Ito Kihei est tellement heureux de marier sa petite fille qu'il lui offre un omamori, un petit sac talisman en brocart rouge censé lui apporter un bonheur matrimonial sans faille.
À l'issue de la cérémonie, Iyemon s'approche fébrile de sa nouvelle épouse. Tous ses efforts vont être enfin récompensés. Lorsqu'il ôte délicatement la coiffe traditionnelle de la jeune mariée pour mieux la contempler, ce n'est pas le tendre visage d'Ohome qu'il aperçoit sous le Tsunokakushi, mais les traits monstrueux d'Oiwa, qu'il invective avec amertume. Fou de terreur, Iyemon dégaine son katana et décapite le spectre. Mais c'est la tête de sa nouvelle femme Ohome qui roule à ses pieds, maculant de sang son splendide kimono de noces. Un énorme rat fait alors irruption dans la pièce et emporte le petit talisman rouge d'Ohome qui gît sur le sol. Lorsque le Ronin, désespéré, se précipite vers son beau-père Itokihei pour le prévenir, il tombe nez à nez avec le fantôme de son ancien serviteur, Kobotoke Kohei, qui semble dévorer son nouveau-né disparu. Hurlant de rage, Iyemon frappe à nouveau et contemple médusé le cadavre ensanglanté de son beau-père qu'il vient d'assassiner. Un rire féminin éclate dans la pièce. La vengeance d'Oiwa ne fait que commencer. Quelques jours plus tard, Iyemon considère ses perspectives d'avenir en pêchant à la ligne sur le canal Honbo, dont le nom évoque en japonais les gardiens de cimetières et les crémateurs. Perdu dans de sombres pensées, Iyemon sent soudain que sa ligne accroche quelque chose. Pensant avoir fait une belle prise, il tire sur sa canne à pêche et voit surgir de l'eau la porte sur laquelle il a fait clouer son serviteur et sa femme accusés d'adultère. Sur la planche, il contemple effaré le corps décomposé d'Oiwa, dont la gorge ouverte et les mains percées continuent à saigner abondamment. Il ne peut détacher son regard de ce visage, atrocement boursouflé par le poison et par un long séjour dans l'eau. Les yeux vitreux d'Oiwa semblent encore le fixer pour lui reprocher cette traîtrise. C'est alors qu'Iyemon aperçoit avec horreur le talisman qu'Ohome avait reçu de son grand-père le jour de son mariage. La main cadavérique d'Oiwa agrippe fermement le petit sac rouge et semble le tendre avec ironie à son ancien époux. Le Ronin essaie de repousser la porte tant bien que mal, mais elle se retourne brusquement et laisse apparaître le cadavre ligoté de Kohei, couvert d'algues et à moitié dévoré par les poissons. Le serviteur assassiné ouvre soudain les yeux, tend une main griffue vers son meurtrier et lui réclame avec force le remède qu'il avait apporté pour guérir sa maîtresse. Iyemon, qui n'a pas perdu ses bonnes habitudes, frappe l'apparition funeste de son sabre et la porte regagne les profondeurs du canal Honbo. Dans le théâtre kabuki, cette scène du Yotsuya Kaidan est l'occasion d'utiliser une technique scénique spéciale appelée Toita Gaishi. 2 marionnettes de taille humaine sont fixées de chaque côté d'une large planche en bois, dotée de trous pour laisser passer la tête et les mains. Il suffit alors de retourner la planche pour que le même acteur puisse jouer à la fois le rôle des 2 spectres. Les artistes de l'époque Edo s'en inspirèrent d'ailleurs pour produire d'autres estampes shiitake, des images déguisées qui permettaient d'alterner les apparitions d'Oiwa et de Kohei. La plupart des grands maîtres de l'école Utagawa s'essayèrent à l'exercice, séduits par son aspect ludique. Kuniyoshi poussa même le jeu macabre jusqu'à rajouter des squelettes en décomposition des 2 spectres. C'en est trop pour Iyemon, qui décide de quitter Edo, non seulement pour échapper à de probables démêlés avec la justice, mais surtout pour fuir la vengeance du fantôme d'Oiwa. Il change son nom de Tamiya en Kamiya et se réfugie dans un ermitage sur Hebiyama, la montagne du serpent. Après ce long voyage, Iyemon se croit hors de danger. Épuisé, il s'abandonne enfin au sommeil. Il fait alors un rêve délicieux. Redevenu samouraï, craint et respecté de tous, il s'égare un soir dans une forêt, après une longue partie de chasse. Apercevant une lumière au loin, il découvre dans une clairière un superbe pavillon d'été, dans lequel une merveilleuse jeune fille travaille, seule sur son métier à filer. Iyemon tombe immédiatement amoureux de cette beauté troublante, aux cheveux de jais et à la peau d'ivoire. Lorsqu'il l'invite à sortir pour contempler les étoiles, elle accepte malgré son apparente timidité. La nuit est douce, seulement illuminée par une lune complice et le vol lancinant des lucioles. L'ambiance est propice à la séduction et la jeune beauté se met à danser. Iyemon est comme hypnotisé par la délicate rythmique de ses pas et de ses mouvements d'éventail, par l'oscillation presque lascive de la petite lanterne de papier qu'elle brandit de sa main gauche. Autour d'elle, les lucioles forment un halo mouvant, presque surnaturel. Bouleversé, Iyemon s'approche pour l'embrasser tendrement,
et sent soudain le goût du sang putréfié dans sa bouche. « Uragiri » s'entend-il murmurer à l'oreille par le spectre difforme et nauséabond d'Oiwa qui l'étreint avec force. Iyemon se réveille en sursaut, trempé de sueur. Il comprend avec un frisson d'horreur qu'il doit impérativement apaiser le spectre d'Oiwa s'il veut lui échapper. Mais c'est trop tard. Le Yurei vengeur, attiré par la concupiscence de l'homme infidèle, a retrouvé sa proie et n'est pas prêt à la lâcher. Iyemon décide d'allumer un feu sacrificiel, imaginant que des incantations bouddhistes suffiront à le protéger de la fureur de sa défunte épouse. Naïveté presque touchante. À peine commence-t-il à psalmodier ses mantras au-dessus du feu qu'une des lanternes de l'ermitage se consume et qu'en jaillit le Yurei d'Oiwa, sous sa forme la plus effrayante. Iyemon est tétanisé par l'apparition pâle qui le fixe dans la nuit avec malveillance. Le Ronin redouble de prières, mais le spectre s'approche lentement, inexorablement. Son visage porte encore les stigmates du poison qui l'a défiguré. Ses yeux gonflés larmoient du sang, ses dents noires saillent sous ses lèvres gercées, ses rares cheveux jaillissent en touffes désordonnées de son crâne à moitié chauve. Le fantôme berce gentiment dans ses bras ce qui semble être un bébé, mais lorsqu'Iyemon saisit l'enfant, il se rend compte qu'il s'agit en réalité de la statue d'un petit Jizo en pierre. Au Japon, le Jizo Bosatsu est une divinité bouddhiste chargée de protéger les enfants disparus prématurément. La symbolique est évidente. Il s'agit de rappeler à Iyemon qu'il est responsable de la mort de son fils en bas âge. « Uragiri » hurle le Yurei, tandis que les murs semblent soudain se couvrir de serpents agressifs et que la fumée du feu s'épaissit jusqu'à ressembler aux cheveux de la défunte assassinée, cherchant à saisir le coupable. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur ta tête, Iyemon? Au bord de la folie, le Ronin sort précipitamment de l'ermitage, qui commence à prendre feu, et se retrouve pris dans une épouvantable tempête de neige. À gare, il a juste le temps de faire quelques pas dans le blizzard avant de tomber sur Yomoshichi, le fils de Yotsuya-samon et frère d'Oiwa, venu venger son père et sa sœur. Iyemon n'a même pas la force de se défendre et tombe sous son sabre. À l'agonie, il contemple le sang noir qui s'écoule de sa blessure mortelle et macule l'épais tapis de neige. La tempête s'est arrêtée, comme par magie. Juste avant de mourir, il entend le rire clair d'une femme se répercuter contre les parois glacées de la montagne. Vous comprenez sans doute maintenant pourquoi Tokaido Yotsuya Kaidan remporta un tel succès à la fin de la période Edo. Non seulement cette pièce de kabuki fut novatrice, en utilisant des maquillages effrayants et des effets spéciaux scéniques jusqu'alors inédits, mais elle bouscula surtout les codes sociaux, à une époque où la condition féminine était particulièrement difficile au Japon. L'histoire d'une femme bafouée, capable de revenir toute puissante d'entre les morts pour se venger d'un mari sans scrupules, frappa les imaginations et marqua durablement les esprits. La pièce de Tsuruya Namboku IV connut d'ailleurs de nombreuses adaptations cinématographiques au XXe siècle, dont la plus célèbre demeure sans doute la version de Nakagawa Nobuo en 1959, encore aujourd'hui considérée comme la plus réussie. Après toutes ces émotions, je vous quitte sur une touche d'optimisme avec ce haïku de Tantaiki. Premier amour, près de la lanterne, visage contre visage.